Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 8 janvier, le Parisien a fait le portrait d'une sage-femme et chroniqueuse télé qu'on peut voir dans l'émission La Maison des Maternelles sur France 5, Anna Roy. Anna Roy a 39 ans, elle vient de publier un livre dans lequel elle raconte son combat contre son addiction au sucre. Pour différentes raisons, des épreuves notamment comme la perte de son père d'un cancer, Anna Roy a connu une longue période de dépression, période pendant laquelle elle s'est réfugiée dans les sucreries et les pâtisseries. Elle a pesé jusqu'à 126 kilos avant de se sevrer de tout sucre ajouté et de réussir à en perdre une quarantaine. Anna Roy raconte son parcours aujourd'hui au micro de Barbara Gouy. Anna Roy m'accueille dans son charmant appartement en plein cœur du Marais dans le 4e arrondissement de Paris. Elle est très solaire et m'invite à m'installer dans son salon pour qu'elle me raconte son parcours avant l'écriture de son livre. Anna Roy est née le 15 août 1985. Elle grandit à Paris, elle est fille unique, plutôt timide et passionnée par le sport. Elle m'explique qu'elle a été élevée par des parents assez originaux. J'ai des parents super méga intello, charmants, très poétiques, mais complètement déconnectés de la réalité. Mais je les aime beaucoup, hein. Mais du coup, ils me laissent. J'ai une enfance un peu spéciale, c'est-à-dire qu'ils me bourrent de morale, mais de morale au bon sens. Ils m'apprennent ce que c'est que le bien et le mal, mais un peu trop jeune. J'ai eu énormément d'amour et de fait, le bien et le mal, c'est important de savoir ce que c'est. Donc, j'ai rien à leur reprocher, si ce n'est que c'est vrai que j'ai été une enfant autonome très vite, très tôt, et que j'ai appris à aider les autres, mais jamais à m'écouter moi et jamais à prendre soin de moi. Cette volonté d'aider les autres amène Anna à faire des études de sage-femme. Elle est fascinée par l'accouchement et dès le début, elle tombe amoureuse de ce métier. Oh, j'ai adoré. Je peux même pas dire à quel point j'ai adoré. Je me suis dit, waouh, j'ai trop de chance. J'ai trouvé ma place dans le monde. Alors je voyais tous mes amis qui galéraient dans des études qui avaient l'air super ennuyeuses. Moi je me disais, oh, c'est fou, j'ai trouvé ma place dans le monde alors que j'ai que 19 ans. Et j'étais super contente. Enfin, c'est vraiment la salle d'accouchement, c'était chez moi. Il y avait tout ce que j'aimais, l'exaltation, l'adrénaline, les pleurs de joie, les pleurs de tristesse, l'intensité, la mise à nu des gens qui sont vrais en salle d'accouchement. Quand les gens naissent et qu'ils meurent, ils sont vrais. Et là, ils étaient vrais. Oh, c'était génial. Non, mais il y avait la science, il y avait la métaphysique, il y avait... Oh waouh, c'était trop bien. Enfin, c'est trop bien la salle d'accouchement. J'aime tellement ça que je me fais je sais pas combien de gardes. Puis après, je m'installe en libéral. Je me fais un temps plein à l'hôpital, quasiment un temps plein en libéral. Je travaille comme une damnée, quoi, vraiment. Mais sans l'impression de travailler. C'est-à-dire que c'était génial parce qu'au départ, quand je travaillais, je me disais, je voyais les salaires à la fin du mois. Je me disais, moi, pourquoi j'ai un salaire ? C'est trop bizarre. Enfin, tellement j'avais l'impression de faire un truc qui me plaisait, quoi, comme un hobby. Donc, non, une grande joie. Mais après, en découvrant ce qu'on m'avait pas raconté sur le métier de sage-femme, c'est quand même un métier extrêmement dur, et physiquement et psychiquement, avec une prise en charge des femmes qui ont beaucoup de difficultés et qui connaissent beaucoup de drames dans leur vie. Et ça, je n'avais pas mesuré à quel point ma vie professionnelle serait émaillée de drames des autres. Ces patientes perdent parfois leur bébé en fausse couche ou à la naissance. J'arrive pas à mettre de distance avec mes patientes, et donc je plonge avec elles, alors pas autant qu'elles, puisque c'est elles qui vivent les événements dramatiques. Mais ça, c'est un problème, parce que du coup, je m'abîme vachement. Et il y a un autre problème, c'est que je me dis, ce qu'elles vivent est tellement grave que ce que je vis moi, finalement, n'a aucune importance. Je me dis, mais enfin Anna, tu vois bien, t'as vu ce qu'elles vivent, tu vas pas... Alors que je sais, il faut pas faire d'échelle dans les traumas, tout ça, mais waouh, je me dis, putain, elles vivent des trucs tellement durs, quoi, que toi, tu vas pas te plaindre, quoi, jamais. En 2011, Anna a 25 ans et son père lui annonce qu'il a un cancer. J'ai trouvé ça extrêmement dur parce qu'il y avait la maladie de mon père, puis il y avait les patients de l'hôpital, plus les patients en libéral. Et là, je prends un sacré coup, ouais. Et puis mon père était jeune, alors c'est vrai que on s'en fiche de ça, c'est toujours un drame le cancer, mais j'ai quelqu'un qui est jeune, qui a moins de 60 ans, on s'y attend pas, c'est d'autant plus dur. En fait, je rencontre mon mari à ce moment-là, et d'ailleurs, lui avait perdu son père très jeune, donc il y avait un truc de se retrouver entre orphelins, entre guillemets, entre futurs orphelins et orphelins. Mais ça m'avait plu, c'est qu'il comprenait d'emblée ce que c'était qu'une maladie grave et à quel point c'était douloureux dans la vie. À cette même période, qui est déjà difficile pour Anna, elle subit 2 viols par 2 hommes différents à 3 mois d'intervalle. Assez violents les deux, et c'est la honte, c'est la culpabilité, c'est le secret, et encore une fois, je suis en lien avec des femmes qui vivent des choses qui me semblent éminemment plus dramatiques que moi.
Je pense à cette patiente que j'ai vue juste après mon viol, qui avait subi des violences sexuelles de la part de son père de ses 8 à 12 ans. Et donc évidemment, je me mets à faire une gradation alors qu'il n'y a pas à en faire. Mais je me suis dit, allez, c'est pas grave, ça n'existe pas, continue d'avancer. C'est un mécanisme de défense comme un autre, quoi. À ce moment-là, Anna se réfugie dans le sucre pour faire face à ce qu'elle a subi et à la maladie de son père. Le sucre a toujours été un plaisir pour elle. Là, je me suis dit, merde, ça devient un besoin. C'est-à-dire que le paquet de M&M's, c'est pas genre, ah, c'est trop cool, je vais me manger un paquet de M&M's, c'est, putain, il me faut mon paquet de M&M's, où est-ce qu'il est ? Je me rappelle du bruit du paquet de M&M's qui tombe à l'hôpital dans les distributeurs en me disant, waouh, la pause dans la souffrance. Parce que c'est quelqu'un qu'on aime, nos parents, nos enfants, enfin les gens qu'on aime vraiment avec qui on a un lien charnel, comme ça, les voir souffrir, enfin ça nous fait souffrir nous aussi. Et donc c'était vraiment la pause dans la souffrance, quoi. Et là, je me dis, waouh. Je me rends compte que je plonge, que je lâche la rampe, mais sans savoir quoi faire, quoi. En 2013, le père d'Anna décède. Je perds le pilier, je perds le regard d'amour, je perds mon port d'attache, je perds ma protection aussi, parce que mon père, c'était quelqu'un qui était d'une gentillesse, mais absolue, et qui n'avait jamais peur de me dire les choses, quoi, et qui me protégeait. Donc, je me suis retrouvée, mais sans rien, quoi. Alors, c'est bizarre, on dit, oui, mais ta mère était là. Oui, mais ma mère, c'est pas pareil. Ma mère, je l'aime de tout mon cœur, mais il y a un lien qui ne s'explique pas, qui est presque charnel. Mais mon père, c'était vraiment tout, quoi. Et donc, je perds le tout, je perds l'estime de moi à ce moment-là, vraiment. Anna est malheureuse, elle n'arrive pas à sortir la tête de l'eau et continue de grossir. En 1 an et demi, elle prend 58 kilos. Je sens que je glisse, je sens que je rentre plus dans mes vêtements, je sens que je quitte mes vêtements et tout, mais je sais pas. Je continue d'avancer, c'est hyper bizarre. À ce moment-là, je fais une dépression super sévère, masquée par le fait que je suis hyper active et que je fais plein de trucs, et que je dors bien, quoi. Et donc pour moi, le dépressif, c'est celui qui dort pas, qui reste couché toute la journée. Et pour les médecins aussi, un peu en vrai. Donc je pense qu'on n'a pas vu la dépression sévère que je faisais. Il aurait fallu me mettre sous traitement ou m'accompagner dans cette dépression. Bon, je l'ai pas fait. Mais de fait, ça a été, je pense, la conséquence, ça a été ces compulsions sucrées et voilà, cette addiction au sucre. En 2015, Anna se marie avec son compagnon. À ce moment-là, elle fait 105 kilos. Tout de suite après son mariage, elle tombe enceinte. J'adore pas être enceinte parce que je suis encore plus limitée physiquement entre mon poids et l'état de grossesse, je suis très limitée. De toute façon, moi, je suis déjà dissociée de mon corps, donc effectivement, on va décrire beaucoup de sensations désagréables pendant la grossesse. Pour moi, c'est ni agréable ni désagréable, ça se passe. Mais par contre, je vais adorer accoucher. Ça, je vais adorer accoucher et je vais plutôt aimer le postpartum. Hein, donc, mais par contre, c'est des accélérateurs à dissociation. C'est-à-dire que là, vous ne voulez pas vous occuper de vous. Voilà encore un motif dans ma vie qui va me permettre de ne surtout pas m'occuper de moi-même, puisque de fait, vous devez vous occuper d'un petit, quoi. Auguste naît en 2016 et plus d'1 an plus tard, en septembre 2017, Anna commence à être chroniqueuse pour La Maison des Maternelles sur France 5 puis sur France 2, une émission destinée aux parents. Petite question pour Anna, je vis actuellement ma 2e grossesse, 4 mois. Je me sens déjà extrêmement fatiguée, c'était la même chose pour la première. Elle vous demande si c'est normal et aussi si vous avez des petites astuces. Alors c'est normal et quand on est fatigué comme ça, c'est un motif suffisant pour un arrêt de travail. Elle est très reconnaissante de pouvoir y travailler. Et en même temps c'est une grande souffrance parce que je ne me reconnais pas et qu'on est face à son image tout le temps, quoi. Les gens peuvent pas savoir, mais il y a l'épreuve du maquillage et du coiffage. Alors les gens adorent se faire maquiller et coiffer, moi je déteste, parce qu'on est face à une glace. Et qu'en plus, une fois que vous êtes sur le plateau, vous avez ce qu'on appelle des retours où vous vous voyez. Et puis après, il y a encore les vidéos qui circulent sur Internet, sur les réseaux et tout. Donc c'était l'enfer. Mais j'arrivais à ne pas regarder du tout. Donc je baissais les yeux, je me regardais jamais, tout ça. Mais non, ça c'était pas très drôle. Cette hyper-médiatisation à ce moment-là, c'était quand même dur. En 2018, Anna a un 2e enfant, Melchior, et 1 an plus tard, en 2019, Anna arrête la cigarette. Elle m'explique que ce n'était pas une partie de plaisir, mais elle y parvient. Pendant ce temps, Anna continue de manger beaucoup de sucre. Son entourage ne s'en rend pas compte parce qu'elle préfère manger tout ce qui est sucré en cachette. Anna n'arrête pas de prendre du poids. Ça a plein de répercussions, j'ai de l'hypertension, j'ai du diabète, des douleurs articulaires. Sur un hiver, c'est simple, j'avais une infection hivernale tous les 15 jours, enfin c'était l'enfer, quoi. C'était très très difficile à vivre. Et sur ma santé mentale aussi, j'avais une humeur dépressive que j'avais pas du tout d'habitude, j'étais beaucoup plus angoissée, presque je me reconnaissais pas. J'avais un corps qui fonctionnait vraiment différemment. En juin 2022, son amie, qui est aussi sa chef à la Maison des Maternelles, Agathe Le Caron, l'invite à déjeuner. Moi, je suis persuadée qu'elle va me virer, parce qu'on est en fin de saison et qu'à la télé, tous les chroniqueurs, tout ça tourne.
Donc je suis très 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 angoissée quand je vais la voir. Et puis surtout qu'elle a la tête des mauvais jours, elle a pas du tout cette tête-là d'habitude. Et elle est très sérieuse, je me dis oh là là, ouais, donc c'est ça, elle veut me virer. Et puis là elle en rajoute une couche, elle me dit tu sais je t'aime beaucoup. Donc là je me dis bah oui c'est pour faire passer la pilule qu'elle va me virer. Enfin, tout d'un coup elle me dit j'ai pas envie que tu meurs. Et donc je sais tous les problèmes de santé parce qu'elle savait les problèmes de santé. Et donc il faut faire quelque chose pour ce poids quoi. T'es en train de te mettre en danger et ça en tant qu'amie je peux pas te laisser mourir sans rien dire. Donc je connais plein de spécialistes, il faut que tu t'en sortes, c'est pas possible. C'est très violent quand même, hein, quelque part, ça faut le dire. J'ai l'impression d'être projetée sur un mur à 400 km/h. Je vais me mettre à pleurer, en même temps je suis extrêmement touchée qu'elle me dise qu'elle m'aime. Mais c'est horrible parce que tout d'un coup, vous vous découvrez, je remonte sur la balance, je vois 126,8, je me dis non, c'est pas possible, c'est un cauchemar que je suis en train de vivre. J'y arriverai jamais à m'en sortir. Mais je sais pas pourquoi, mais je vais basculer dans le statut de malade et ça va être très soulageant pour moi. Je me dis, bah t'es malade, Anna, c'est pas de ta faute. Parce que qui dit malade, il y a plus la question de la volonté. Si t'es dans cet état-là, c'est pas de ta faute, quoi. Et donc il faut que t'essayes de te battre contre cette maladie. Et je sais pas comment tu vas faire, mais il faut que t'y arrives. Et donc de ce moment-là, de ce juin 2022, je vais avoir de cesse que de me dire, ok, maintenant je vais m'en sortir, c'est sûr. Mais ça a été vraiment le début de ma reprise d'air et de la remontée, parce que j'étais noyée, hein, donc ça a été le pied au fond de la piscine qui m'a permis de remonter. Anna ne parvient pas tout de suite à prendre de réelles mesures pour que le sucre sorte de sa vie. C'est plusieurs mois après ce déjeuner, le 1er mars 2023, qu'Anna décide de se lancer un défi. Pendant 100 jours, elle ne mangera pas de sucre. À ce moment-là, Anna fait 121 kilos. L'horreur, je me retrouve sans ma béquille, sans mon doudou, sans mon réconfort, sans rien. Et puis en plus avec des symptômes physiques auxquels je ne m'attendais pas du tout, des vertiges, des tremblements, des sensations de manque, d'angoisse. Oh là là, mais quelle horreur! Quelle horreur! Et puis en fait, c'est vrai, je m'attendais un peu naïvement à ce que je vivais avec la clope. C'est-à-dire être un peu angoissée, un peu mal, un peu fébrile, un peu voilà. Ah, pas du tout. Non, je me sens vraiment, vraiment, vraiment mal. Et à tel point que je me dis, mais en fait, peut-être que tu fais une connerie, il faut que ton corps bouffe du sucre parce que sinon il va crever. Enfin, je me suis acheté un lecteur de glycémie. Et là, j'ai vu effectivement que je faisais des fortes hypoglycémies et que mon corps, il avait l'habitude d'envoyer des doses d'insuline, à mon avis, terribles. Et il faisait baisser ma glycémie, il était privé de sucre. Et donc, heureusement, j'ai fait des bilans sanguins, je me suis un peu auto-médiquée, c'est pas bien, faut pas le faire. Mais du coup, ça me permettait de manger du pain pour faire remonter ma glycémie, etc. Mais ouais, ça a été, oh là là, mais ça a été dur, ça a été si dur. Mais après, je me suis rappelé de ma mère qui me parlait toujours de l'Everest. Pourquoi elle me parlait de l'Everest? Mais dans toutes les épreuves de la vie, elle me disait, tu sais, il faut voir jour après jour, pas après pas, il faut pas commencer à avoir un objectif. Et donc, comme je m'étais fixé 100 jours, je m'étais dit, bon, déjà, chaque jour suffit sa peine et c'était chaque jour de gagner était un jour de gagner. Anna n'en parle à personne par peur d'échouer. Lorsque les gens la contrarient, Anna ne peut plus se réfugier dans le sucre et au fur et à mesure que les jours passent, elle perd cette patience qui l'a caractérisée. Pour le coup, j'ai compris ce que c'était d'être impatiente. Là, les gens, je supportais plus, quoi. Les gens qui étaient méchants, les gens, là, j'arrivais plus. Même au travail, c'est-à-dire que je me surprends avec des patientes qui sont méchantes. Et d'habitude, je suis là, mais elle est méchante parce qu'elle souffre et nanana, et blabli, et blablou. Là, ça a été super dur. C'est-à-dire que, waouh, je prenais sur moi, vraiment, c'était très, très dur. Mais j'étais sans filet, quoi. Les hypoglycémies d'Anna se calment après sa 5e semaine sans sucre. Elle tient bon, et en 100 jours, Anna perd 15 kilos. Elle ne veut pas s'arrêter là. Je vois aussi tous les effets bénéfiques. J'ai plus d'hypertension, j'ai des glycémies normales, j'ai plus de douleurs articulaires, je m'infecte plus. Enfin, j'ai de tels bénéfices santé sur mon énergie, sur mon moral et tout. Je me dis, non seulement j'ai pas envie de me retaper un truc de sevrage si ça existe vraiment, l'addiction au sucre, et secondo, j'ai trop de bénéfices santé, je veux pas, quoi. Je veux pas retourner là-dedans. Donc, mis bout à bout, je me dis que ça va continuer et puis qu'après tout, il y a bien des gens qui se passent d'alcool toute leur vie, il y a bien des gens qui se passent de tabac toute leur vie, il y a bien des gens qui se passent de plein de choses toute leur vie et que bon, bah, voilà, là, c'est pas du tout indispensable à la survie, de manger du sucre, pas du tout. Anna a décidé de dire à son entourage qu'elle a arrêté de manger du sucre. Elle retrouve petit à petit une sorte de liberté et elle se souvient de l'été 2023 quand elle était en vacances en Corse. Moi, je faisais partie de ces gens gros qui ne supportaient plus la chaleur, donc je fuyais la chaleur. Et là, j'étais d'ailleurs toujours très obèse, mais je sais pas, je retrouve la joie de la baignade. Enfin, c'est marrant, c'est un monde qui se réouvre. Donc c'était un grand plaisir de redécouvrir la mer, de redécouvrir l'effort, de pouvoir recourir, de pouvoir ressauter, de pouvoir me rhabiller. Enfin, ça a été une grande joie, ouais. Le 3 août 2023, pour la première fois, elle ne pense pas au fait de manger du sucre de la journée. Et c'est vraiment comme la rupture amoureuse. Oh, ah putain, j'ai pas pensé à lui, quoi. C'est la première fois. Et ça, c'est quand même très, très sympa.
Et parce que je vois que en plus ça va se reproduire de temps en temps, donc ça c'est très chouette. Même si Anna va mieux, elle doit continuer à se battre contre son addiction, surtout dans les moments les plus difficiles. Et le 15 novembre, sa mère lui annonce qu'elle a une tumeur ovarienne. C'est-à-dire que le problème, c'est que c'est une tumeur ovarienne, mais qui a une sale tête, et donc dont on pense que c'est cancéreux. Et donc je me dis, ok, donc là on repart sur un truc où cancer, métastasé. Et je me dis, ah non, là je fais pas face, quoi. Enfin, là je peux pas. Et donc je dis, non, je peux pas faire face, c'est impossible. Donc elle va être opérée, seulement l'opération pourra nous donner les résultats, mais c'était très péjoratif. Et donc je me dis, bon, là je vais dans une boulangerie, je m'achète le meilleur fondant au chocolat de Paris. Et je me dis, non, là, stop. Et puis au dernier moment, je me dis, non, je tiens bon. Et heureusement, double réussite, c'est-à-dire qu'à la fois, je mange pas ce putain de fondant au chocolat. Et en plus, ma mère se fait opérer et on saura après que c'était pas une tumeur cancéreuse, donc soulagement. Mais c'est vrai que là, honnêtement, si ça avait été évolué vers un cancer avec un parcours comme mon père, je sais pas ce que j'aurais fait. Je sais pas ce que j'aurais fait. Il y a quand même des gens, il faut le dire, qui sont plus éprouvés que d'autres, en termes d'épreuves de vie quand même. Anna tient bon, elle ne craque pas. En tout, elle a perdu une 40aine de kilos depuis mars 2024. Elle se sent mieux dans sa tête et dans son corps. Elle retrouve les passions qu'elle avait avant, comme le sport. Elle fait aujourd'hui du crossfit, de la danse et de la boxe. Anna retrouve également la joie de faire du shopping. C'est une redécouverte, parce que ça faisait 10 ans que je n'étais pas allée dans un magasin vraiment en regardant les habits. Donc, ouais, je vois que le monde a changé. Je vois que... Non, c'est très très sympa, quoi. Les formes de vêtements... Non, mais c'est super intéressant. Là. Enfin, surtout que moi, j'adorais la mode. Donc, je suis trop contente. C'est comme un hobby que je retrouve. Le sport et la SAP, c'est 2 hobbies. C'est chouette, en vrai. Barbara, ce qui frappe dans ce témoignage, c'est l'importance de son amie qui lui parle franchement à un moment quand elles vont déjeuner ensemble. J'imagine qu'Anna lui est reconnaissante de ça ? Oui, elle lui est vraiment reconnaissante. Elle écrit dans son livre qu'elle lui a sauvé la vie. Et cette amie avec qui elle travaille à la maison des maternelles l'a interviewée dans l'émission pour faire la promotion de son livre. Et quand elle parle de ce déjeuner, on sent vraiment l'émotion, elles ont les larmes aux yeux. En fait, personne n'avait jamais osé lui dire qu'il y avait un problème. Et savoir que quelqu'un s'inquiète pour elle lui a vraiment fait un déclic. Et aujourd'hui, concrètement, elle continue à ne manger aucun sucre ajouté, c'est-à-dire qu'elle ne va pas s'autoriser un éclair ou un millefeuille, par exemple ? Oui, elle mange plus aucun gâteau, pas de bonbons, et elle me disait qu'en France c'est vraiment compliqué parce qu'on a beaucoup de rendez-vous dans l'année où on se retrouve autour du sucre, comme la galette des rois, Pâques ou encore la bûche de Noël, mais elle tient bon et après elle n'est pas totalement fermée au fait de remanger du sucre un jour, mais pour l'instant elle a trop peur de retomber dans son addiction. Et est-ce qu'elle se sent complètement bien dans son corps maintenant ? Elle se sent mieux en tout cas, mais elle aimerait se sentir encore mieux. Comme elle fait beaucoup de sport, elle voudrait être plus en forme en se musclant. Par contre, elle m'a dit qu'elle fait plus du tout attention aux normes de beauté. Donc perdre quelques kilos, c'est pas vraiment l'objectif, mais elle préfère gagner en masse musculaire. Merci Barbara Gouy. Le livre d'Anna Roy est intitulé Énorme. Il est publié par Larousse. Merci à Bérangère Le Petit pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, réalisé par Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des étoiles ou un message sur votre application audio. Vous pouvez aussi nous écrire codesource@leparisien.fr. Et puis n'oubliez pas le second podcast du Parisien, Crime Story. Chaque samedi dans Crime Story, une nouvelle affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delseny.